C'est un tourbillon absolument incroyable. J'ai un peu de mal à y croire. Ça va mieux qu'hier. Enfin, ça va mieux, ça allait très bien Vous hier. réalisez? Oui, je commence un peu à réaliser aujourd'hui. Quand j'entends le Goncourt 2023, j'ai plus le moment de me dire qui c'est. En fait, C'est vous. oui, mais j'ai encore ce moment où tout à l'heure, je parlais d'un Goncourt que je lis il y a longtemps et je réalisais que ça y est, moi j'avais le même prix. C'est un sentiment, c'est très dur à décrire. C'est dommage pour un écrivain. Mais ça serait l'occasion d'écrire un livre sur cette émotion toute particulière au moment de ce prix. Vous avez dit avoir accompli un rêve de gosse. Qu'est-ce que vous pensez que se disait Jean-Baptiste Andrea à 9-10 ans quand il dit « Ok, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Oh, je voudrais être écrivain ». Est-ce qu'il visait, est-ce qu'il imaginait pouvoir un jour décrocher une récompense comme celle-ci? Non, mais j'ai jamais rêvé de décrocher le Goncourt ou quelque récompense que ce soit. Moi, c'est ça la clé, peut-être. Non, mais oui, sûrement. Je rêvais d'être écrivain. Depuis 2016, j'ai quitté le cinéma où j'avais bossé pendant 20 ans pour devenir écrivain, pour me consacrer aux mots, à la littérature. Et là, depuis 2016, je me réveille tous les matins avec ce léger sentiment d'irréalité, de me dire je suis vraiment en train de vivre mon rêve. Là, le Goncourt, c'est encore quelque chose qui est hors de ma sphère de conscience et qui est venu se rajouter à cette expérience et qui la rend encore plus incroyable. Et c'est un roman que vous avez immédiatement dédié à votre éditrice qui nous a tristement quittés cette année. Elle a cru en vous au tout début. Est-ce que ce sont des moments comme ça, des rencontres clés qui changent un parcours, notamment dans la vie d'un écrivain? C'est une des rares personnes de ma vie et qui a été une passeuse et qui m'a dit je te vois, je comprends ce que tu écris. J'ai reçu ce matin une vidéo d'elle et de moi à notre première présentation du livre aux représentants de mon éditeur. Et la fin de la vidéo, c'est elle qui dit, je viens de la re-regarder, et elle dit, on va faire de ce livre un feu d'artifice. Donc c'était le premier roman. Et voilà, elle voyait comme moi un peu l'impression. Moi, j'ai toujours l'impression que l'envers c'était l'endroit. Et elle, c'était pareil. Elle avait des rêves, elle avait des visions folles. Et voilà, on a partagé ça. Et vous tellement compreniez content. Drôlement bien. Vraiment, vraiment. Et cette année, c'est pour vous le Goncourt, alors que vous n'étiez pas forcément le candidat idéal. Je le dis avec toute la bienveillance possible. Cela fait 7 ans seulement, que vous consacrez à l'écriture de romans. Avant, c'était le cinéma. Qu'est-ce que cette carrière dans le cinéma a apporté à votre manière de concevoir l'écriture ? Je ne pense pas du tout au cinéma quand j'écris maintenant en littérature, mais c'est vrai que 20 ans de cinéma, c'est une école d'exigence très intense et très rigoureux. Le cinéma, on a 1h30 ou 2 heures pour distraire, pour toucher, pour bouleverser. Ça développe, après 20 ans de travail quotidien, peut-être une perception de ce qu'est le rythme. La meilleure manière de générer une émotion sans pour autant sombrer dans le cliché, comment aller chercher l'originalité sans pour autant que ce soit l'originalité pour elle-même. Donc tout ça, ça s'est affiné pendant 20 ans de cinéma. Donc je pense que je dois beaucoup à cette école, mais après 20 ans, j'ai eu besoin de liberté. Et pour moi, et vous l'avez trouvé dans la littérature. Et je l'ai trouvé dans la littérature, absolument. On dit parfois dans certaines pièces de théâtre et de certains metteurs en scène qu'ils ont cette capacité à nous faire vivre une pièce de théâtre comme un film. Est-ce que c'est ce que vous essayez de faire dans vos romans ou pas du tout? Je me pose pas du tout la question. En fait, je pense pas qu'il y ait de différence entre le film et le livre, mais même, j'allais dire, la musique et la peinture, ce sont des arts, des formes d'art quand elles nous émeuvent, qui génèrent des images, des émotions et qui nous font voyager d'une manière ou d'une autre, qu'on soit plongé dans un livre ou qu'on soit debout devant un tableau ou devant un orchestre. Donc, je ne pense pas particulièrement au cinéma, voire pas du tout quand j'écris. Mais on est une culture d'images, donc les mots provoquent beaucoup plus d'images de nos jours qu'ils n'en provoquaient probablement il y a 200 ans. Ou en tout cas, il fallait plus de mots il y a 200 ans pour générer les mêmes images dans les esprits des lectrices et des lecteurs. En tout cas, vous réussissez très bien à nous faire voyager. On revient à ce roman lumineux, Veillez sur elle, une histoire d'amour impossible. Est-ce que ce côté histoire d'amour impossible, compliqué, pleine d'obstacles, c'est ce qui rend aussi ce roman extrêmement consistant, c'est ce qui lui donne de la force? Oui, alors j'ai envie de dire très banalement que l'amour fait quand même tourner le monde. Après, c'est pas du tout une romance. Hein. On emploie là le mot amour au sens le plus large du terme, dans son acception la plus vaste, c'est-à-dire une relation extraordinaire entre deux êtres qui parfois s'aiment tellement qu'ils se détestent. Et ça, c'est important parce que la relation évolue et change et se transforme tout au cours du roman. Mais c'est effectivement la pile nucléaire de ce roman pour moi. Alors je dis impossible puisque tous les opposent. On a Mimo d'un côté qui est un sculpteur extrêmement
extrêmement talentueux, mais extrêmement pauvre, j'ai envie de dire presque maltraité par la vie. De l'autre côté, Viola, une jeune héritière extrêmement complexe, richissime, qui fait preuve d'une intelligence remarquable. C'est un personnage central dans ce roman que vous avez construit comme éminemment complexe. Oui, c'est pour elle que je voulais écrire ce roman. En fait. Veiller sur elle. Voilà, veiller sur elle. Viola est un mélange de diverses femmes que j'ai rencontrées, qui m'ont porté dans ma vie, la dernière étant mon éditrice. Des femmes très fortes, des femmes visionnaires. Et c'est vrai que c'est déjà difficile quand on a une vision, c'est difficile quand on est intelligent, c'est difficile quand on veut sortir des chemins que la société nous offre comme étant tout tracés en nous disant la sécurité est là, le danger est là. Mais si on avait envie d'explorer entre les deux, et c'est encore plus difficile quand on est une femme, et en plus quand on est une femme à cette époque-là. Donc ça, c'était incroyablement romanesque, et je voulais de créer cette figure d'une héroïne puissante et fascinante, qui se battrait contre le monde entier et contre elle-même parfois. La question, c'est ça, peut-on s'extraire de ce qu'on est, de son destin, de ce qui est prévu pour nous? Je pense qu'on peut s'extraire de ce qui est prévu pour nous. C'est beaucoup plus difficile de s'extraire de nos propres limites et des verrous qu'on s'impose. C'est beaucoup plus difficile de les briser. Et c'est toute la complexité autour de ce personnage de Viola. Ils sont pris dans leur histoire d'amour, mais aussi dans l'histoire avec un grand H, celle de l'Italie du XXe siècle, et bien sûr de ce contexte particulier de la montée du fascisme. Oui, absolument. Que vous arrivez très bien à nous faire vivre. Merci. Alors, c'est un des seuls sujets de mes études qui me plaisait, c'était l'histoire du totalitarisme. Puisque vous avez fait Sciences Po Paris, on précise. Et ça, je me rappelle bien de ça, ça me fascinait. L'étude des totalitarismes, c'est une étude de la folie humaine, donc c'est évidemment la folie est romanesque. En fait, comme le roman parle évidemment de tyrannie, comme je le disais, tyrannie qui est faite à cette héroïne, elle trouvait cette tyrannie intime un miroir naturel dans la grande tyrannie politique qui est en fait portée exactement par les mêmes personnes, par les mêmes hommes, et je dis hommes en le genrant. Et voilà, ce sont les mêmes hommes qui sont motivés par la même peur et par la même lâcheté qui vont faire ces deux types de tyrannie dans le cadre de l'intime et à l'échelle de la grande histoire. C'est le miroir finalement, ce cadre politique. Très naturellement, cette petite histoire s'est insérée dans la grande très naturellement. On vient de parler de cadre politique et un cadre géographique également très important pour vous, puisque l'Italie, vous ne l'avez pas choisi au hasard. C'est un pays auquel vous êtes très attaché par vos origines et puis aussi parce qu'il vous a donné un certain rapport à la beauté, au sublime, à l'art. Oui, je crois que quand je suis allé en Italie, pour mon premier pays étranger où j'allais à 15 ans, je suis passé du stade d'adolescent mec basique, comme on l'est beaucoup à cet âge-là, qui avait une vision utilitaire du monde, à tout d'un coup découvrir la beauté, il y a quelque chose d'autre. Et pour ce gamin, cet ado qui voulait devenir écrivain contre vents et marées, d'arriver dans ce pays où l'art est dans la rue, parce que vous passez par Florence, ce qui n'est pas rien en termes d'art, de propositions architecturales, de ce qu'est la beauté. Et je me dis, là-bas, en fait, des gens ont consacré leur vie à l'art, ça n'est donc pas anormal, alors que tout le monde a l'air de me dire que c'est pas vraiment un métier. Je crois qu'il y a ça qui s'est passé dans ma tête de manière assez inconsciente, probablement. Et qui va définir une partie de votre carrière, bien sûr. À ce moment-là, l'art que vous mettez à l'honneur avec Mimo, donc ce sculpteur chargé de confectionner, c'est pas rien. Cette Pietà, j'ai envie de dire qu'il y a dans ce roman beaucoup de spiritualité. Il y a un côté lyrique. Oui, moi je suis quelqu'un de très spirituel. Alors à l'inverse, j'ai aussi un rapport très compliqué à tout ce qui est religieux, et notamment les dogmes et la construction politique de la religion. Mais la spiritualité, elle est là, elle est partout dans ce roman. Là, voilà. Moi je crois que le devoir du romancier est de rendre visible l'invisible, quel que soit l'invisible. C'est mon rôle de donner à voir quelque chose qu'on ne voit pas au quotidien. C'est comme ça que j'envisage un roman. Est-ce que c'est ce qui a fonctionné aussi bien, j'ai envie de dire, ce mélange entre de la spiritualité bien dosée, ce côté très important et cette mise à l'honneur de ce qu'est l'art avec un grand A, cette histoire d'amour, ce contexte historique? Est-ce qu'on avait tous les ingrédients pour un roman aussi fascinant que celui-ci? Je ne sais pas du tout ce qui fonctionne. Et si je le savais, je serais déjà en train de réécrire un autre roman qui fonctionne. Pour moi, c'est quelque chose de très instinctif. Un jour, une histoire s'impose à moi et je me dis « Waouh, comment je vais raconter cette histoire ?» Je ne sais pas comment je fais, au sens où chaque fois que je finis un roman, je me dis « Mais comment je vais recommencer ?» Je ne sais pas. Et à chaque fois, on repart bien sûr d'une page blanche. On dit de votre écriture qu'elle est étincelante. Je trouve qu'il n'y a rien de plus vrai. J'ai écouté un éditorialiste qui disait très justement que parfois, quand on parcourt un roman, on tourne les pages et puis bon, on parcourt cette histoire, on peut la trouver fantastique. On revenait à chaque page précédente pour relire les mots que vous aviez choisis. C'est ce qui m'est arrivé hier en lisant votre roman. J'avais envie de ne pas louper un seul mot. Et ça, c'est quand l'écriture est particulièrement au rendez-vous. Mais ça me touche beaucoup parce que je recherche une forme de sobriété dans l'écriture et d'aller chercher le mot juste. C'est rare aussi dans les personnes qui sont récompensées. Mais dans cette forme qui donne l'impression d'être le plus simple possible en fait et à qui
veut l'entendre laisse justement percevoir des résonances assez intenses, j'espère. En tout cas, moi, je les entends. Et c'est très important pour moi, dans une forme dite traditionnelle, d'aller chercher cette petite résonance très, très pure. Je vous le confirme, ça génère beaucoup d'émotions, ce roman. Veillez sur elle. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, ce Goncourt? Tout, votre vie? J'ai déjà beaucoup de tournées, j'ai la chance d'être porté depuis le début par des libraires, donc j'ai accepté... Et puis par une maison d'édition, voilà. L'Iconoclaste. Et j'ai accepté cette année énormément d'invitations, donc en fait je pense que ça va étendre ça, mais au fond c'est toujours moi, c'est toujours le même livre, donc je pense que voilà, je ne sais pas, ça va changer grand-chose. Merci pour votre simplicité, votre générosité, et puis pour ce roman magnifique, Veillez sur elle. C'est le nouveau Goncourt de Jean-Baptiste Andréa. Merci infiniment pour cette interview, et puis bon courage pour les suivantes.